Et puis, il avait donc écrit bientôt écrire moi-même à maman. Donc, j'ai voulu, quand on m'a transmis ces messages-là, j'ai voulu essayer moi-même d'écrire. Je prenais mon crayon, je lui mettais une petite phrase d'introduction, vas-y Mathieu, écris, je t'attends, puis il se passait rien. Et finalement, 1 mois après, la dame est venue chez moi. Donc, 1 mois après le départ de Mathieu, hein. Et puis ensuite, quand on était assises face à face, j'avais pris des feuilles, un crayon. Elle a simplement poussé ses mains vers les miennes, sans me toucher. Hein. Elle ne m'a vraiment pas touchée. Simplement, je sais maintenant qu'en fait, c'est une énergie qu'elle m'a transmise. Et en fait, elle m'a dit, votre main va se lever, votre crayon va se poser, vous allez commencer à écrire. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une interview en présence de Brigitte Reitz. Brigitte, c'est une médium au parcours atypique puisque sa médiumnité, elle s'est développée après le décès de son fils Mathieu. Dans cet entretien, Brigitte va nous parler de son histoire assez incroyable ainsi que de sa médiumnité qui, vous allez le voir, est très particulière. Je remercie sincèrement Brigitte pour ce témoignage très touchant et je vous remercie vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien Brigitte, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de te recevoir et puis de pouvoir partager avec toi et de faire partager à tous nos auditeurs ce qui a été ton parcours assez atypique pour le coup. On va commencer, si tu le veux bien, je vais te demander de te présenter à nos éditeurs qui pourraient ne pas te connaître. Eh bien, bonjour à toi Xavier et merci également à toi de me recevoir pour ce partage. Comment me présenter? C'est un peu compliqué ça, c'est toujours la question piège. Eh bien écoute, pour venir directement à notre sujet, je dirais que je suis une maman qui a perdu son fils il y a tout juste 20 ans, puisque c'était le 10 novembre 2003. Et que c'est suite à ce départ que j'ai découvert la médiumnité. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout, sauf à voir de temps en temps une voyante. Je voulais savoir si j'allais devenir riche ou si j'allais rencontrer l'amour. Et donc, à part ça, je ne connaissais pas ce domaine. J'ignorais tout à fait qu'on pouvait contacter les défunts. Bon, voilà, je ne me posais pas trop les questions par rapport à la vie après la vie. Et puis là, il y a eu un concours de circonstances qui m'ont permis de découvrir ce qui se passait par rapport à Mathieu. Voilà. Du coup, tu es devenu médium tout de suite après sa mort? Est-ce que ça a été un processus qui s'est enclenché, qui a été un peu plus long? Comment ça s'est déroulé? Alors en fait, j'ai su très vite que j'avais des contacts avec lui. Mais je n'y mettais pas le mot médium en fait, puisque je ne connaissais pas ce monde-là. Je te raconterai comment j'ai découvert effectivement qu'il était encore vivant et que je pouvais communiquer avec lui. Mais par contre, mon activité professionnelle de médium a démarré plus tard. Il m'a fallu du temps avant d'être vraiment dans ce chemin-là. Et c'est un parcours effectivement assez... quand j'y repense maintenant, c'est quand même assez fabuleux ce qui m'est arrivé. C'est vrai, je suis assez époustouflée de tout ça. Ben ouais, et donc la particularité en plus, c'est que si tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais ta médiumnité, c'est une médiumnité un petit peu particulière parce qu'elle se passe à travers l'écriture, c'est ça? C'est bien ça, oui, j'écris. Alors, c'est bien de n'utiliser que le mot écriture, parce que j'ai utilisé, moi, le mot écriture automatique dès le début. J'ignorais les différents vocables qu'on mettait là-dessus, mais il se trouve que donc parce que c'est une personne en fait qui m'a permis de recevoir ces messages moi-même, et quand on m'a présenté cette personne, on m'a dit elle pratique l'écriture automatique. Donc moi j'ai gardé ce vocabulaire-là, mais il y a des gens qui disent ben, ce que vous faites, c'est pas de l'écriture automatique, c'est de l'écriture intuitive. Bon, moi je veux bien, hein. On l'appellera comme on veut. Moi j'écris les messages de toute façon. Hein. Mais ceci dit, certains événements
de santé m'ont obligée à une période de canaliser simplement. Je pouvais plus m'asseoir. J'étais obligée de rester allongée pendant plusieurs mois. Et en fait, je voulais continuer et je devais continuer à transmettre des messages. Ce qui fait que j'ai fait comme on est en train de faire toi et moi là tout de suite. J'enregistrais les messages au lieu de les écrire. Donc je peux aussi les canaliser comme ça. Mais souvent on me demande plutôt l'écriture. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quelquefois, les personnes reconnaissent l'écriture de leurs défunts. Oui, ils reconnaissent le style de la manière de le phraser, c'est ça, de leurs défunts, c'est ça? Ok. Et alors, quand Mathieu, du coup, quitte ce monde, concrètement, tu vois, toi, d'abord, tu perçois des signes qui font que tu sais qu'il est toujours là. Tes premières communications avec lui, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'il te transmet comme message? Alors, les tout premiers messages, alors, il y a eu d'abord 3 messages qui ont donc été transmis à une tierce personne. Et dans un de ces messages, il avait écrit plusieurs choses intéressantes, et notamment, cette personne ne connaissait pas Mathieu. Donc, à l'évidence, ce qu'elle recevait était bien de Mathieu, puisqu'elle ne connaissait pas. Donc, et il avait écrit, par exemple, une précision intéressante, c'est qu'il disait que pour moi, bientôt, rire au-dessus de l'agence. J'avais une agence immobilière à l'époque, et mon appartement était au-dessus. La dame l'ignorait. Donc déjà, ça c'était ce que j'appelle maintenant moi des repères. Il avait donné un bon repère pour montrer que c'était bien lui qui parlait, c'était pas chez elle ou n'importe où. Et le fait qu'il donnait cette précision, ça montrait bien que c'était lui qui parlait. Et puis il avait donc écrit bientôt écrire moi-même à maman. Donc, j'ai voulu, quand on m'a transmis ces messages-là, j'ai voulu essayer moi-même d'écrire. Je prenais mon crayon, je lui mettais une petite phrase d'introduction, vas-y Mathieu, écris, je t'attends, puis il se passait rien. Et finalement, 1 mois après, la dame est venue chez moi. Donc, 1 mois après le départ de Mathieu, hein. Donc, juste 1 mois après. Et là, on s'est trouvés face à face. Alors, il y a déjà eu un événement, c'est que quand elle est entrée chez moi, il y a eu une très très forte odeur de poivre qui m'a gênée. Vraiment, j'éternuais, j'avais les yeux qui me piquaient, c'était vraiment pénible. Et je me suis dit, mais je comprends pas, j'ai pas renversé mon pot de poivre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, mais non, mais tout simplement, vous m'avez dit que Mathieu était cuisinier. Donc, c'est un signe qu'il utilise pour vous montrer qu'il est bien là. Donc, c'était vraiment fort, hein. Et puis ensuite, quand on était assises face à face, j'avais pris des feuilles, un crayon. Elle a simplement poussé ses mains vers les miennes, sans me toucher, hein. Elle m'a vraiment pas touchée. Simplement, je sais maintenant qu'en fait, c'est une énergie qu'elle m'a transmise, mais je l'ignorais à l'époque, je savais pas ce que c'était. Et en fait, elle m'a dit votre main va se lever, votre crayon va se poser, vous allez commencer à écrire. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, les premiers mots, les premières phrases, c'est assez mal écrit. Et puis, bien sûr, c'est bonjour maman, je t'aime, je suis là, ne pleure pas. Enfin, et puis moi, c'était une émotion tellement forte, mais tellement forte que je comprenais pas en fait ce qui se passait. Je comprenais pas si c'était moi qui écrivais, si c'était lui, parce que les mots venaient tout seuls, mais dans ma tête, au moment où j'écrivais, je sais ce que j'écris. Donc, je me demandais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon mental? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle ne m'a pas hypnotisée par hasard? Parce qu'elle était face à moi. Vraiment, il y avait tellement de questions dans ma tête tout en écrivant. Et puis, je l'ai évoqué, j'étais agent immobilier, j'avais une agence immobilière, donc assez cartésienne. Donc très rapidement, je me suis dit, mais non, faut mettre de l'ordre là-dedans. Donc j'ai commencé à mettre, quand j'avais l'impression que c'était lui, je mettais Mathieu au début de la ligne. Puis quand j'avais l'impression que je lui répondais, je mettais moi. Et progressivement, ça est devenu un peu comme un texte d'une pièce de théâtre. Donc ça prenait de l'ordre.
Mais on ne faisait que de se répéter, je t'aime, il me disait vas-y, continue, c'est bien. Et moi, je crois que je disais continue. Enfin, il n'y avait pas grand-chose en fait dans notre échange les premiers temps. Mais au bout d'un moment, la dame m'a dit bon, c'est bon, je peux vous laisser, vous allez continuer. Et puis effectivement, j'ai repris le crayon dès qu'elle était partie, j'ai repris mon crayon. Et puis là, pendant longtemps encore, ça a été simplement des mots d'encouragement parce que j'étais dans mon chagrin et c'était vraiment très dur. Donc il ne faisait que m'encourager. Et puis petit à petit, il a commencé à me dire des choses pour la suite, pour mon avenir. Pendant longtemps, ça n'était que moi parce que bah, j'étais ramassé la petite cuillère quoi et il me parlait que de moi. Et notamment, il y a eu un moment où il m'a parlé c'était au moment de la fête des grands-mères et puis à la fête des mères également, parce que j'étais terriblement mal, parce que je ne serai jamais grand-mère. Il est parti, il n'avait pas d'enfant. Donc, il m'a dit à ce moment-là, mais maman, tu vas avoir des enfants et des petits-enfants. Il y en a qui sont nés, il y en a qui n'y sont pas. Et puis, tu vas aussi aller en Afrique. Et là, il s'est mis à préciser au Cameroun. Et tu dois aller au Cameroun pour emmener de l'eau potable. Donc, petit à petit, il a commencé vraiment à me préciser ce que je devais faire, moi, avec cette médiumnité. Est-ce que tu as la sensation que ces messages qui étaient effectivement plus vraiment dirigés vers les je t'aime, je suis là, etc. au début, c'était uniquement parce que toi, c'est ce que tu avais besoin d'entendre dans ton chagrin, dans ton deuil de l'époque, ou est-ce que c'était aussi parce que dans ta médiumnité naissante, tu n'étais pas en mesure de canaliser des choses plus complexes, entre guillemets? Oh, je pense que c'est un peu les deux, hein. C'est un peu les deux. Oui, c'est les deux de toute façon, parce que c'est vrai que par exemple, quand j'ai commencé à parler autour de moi à mes amis, que j'ai commencé à leur dire, mais vous savez, c'est extraordinaire parce que je reçois ces messages. Mes amis me disaient, mais Brigitte, arrête ça. T'as ton entreprise à faire tourner, arrête parce que tu vas devenir folle, tu ne penses plus qu'à ça. J'ai essayé, hein, j'arrêtais pendant 2-3 jours et c'est là où je n'allais pas bien. Je n'allais vraiment pas bien, c'était insupportable. Donc là, j'ai commencé à prendre mon crayon sans en parler à mes amis. Mais par contre, j'en parlais à mon équipe, à mes négociateurs, j'en parlais à mes clients, etc. Et justement, c'est là où j'ai commencé à comprendre que ce qui se passait était tout à fait normal, parce que quand j'en parlais à mes clients, par exemple, ils me disaient, mais vous savez, nous, quand maman est morte, on a reçu tel message, ou on a vu telle chose se produire, une rose fleurir en plein hiver, ceci apparaître devant nous, une chanson se mettre en route au moment où on pensait à elle, enfin voilà. Et au fur et à mesure que les clients me disaient, mais nous aussi, on a des messages de nos défunts, là, je me suis dit, mais non, tout va bien, je suis pas folle. Et donc, j'ai continué à écrire. Mais je me dis, dans ce process de deuil, peut-être qu'il y a eu aussi une sorte de dépendance à partir du moment où tu te mets à écrire et que tu renoues ce contact avec cet être cher. Bah, il y a un petit côté, je veux pas quitter mon stylo, quoi. Je veux toujours maintenir ce lien et ça doit être difficile, tu vois, de revenir au temps présent de ton entreprise ou de ta vie quotidienne. J'imagine que tu as eu la tendance à rester un peu accroché à cette communication, quoi. Et oui, et c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, alors je passais pas mes journées entières à écrire, hein, mais c'était pas le fait que j'écrive d'ailleurs qui m'empêchait de travailler correctement. C'était mon chagrin, c'était mon deuil. Mais le fait que je puisse avoir des messages, je m'imposais. Non, il y a eu des fois où je remontais dans l'appartement en pleine journée. C'était trop dur à gérer. Et mais non, j'essayais de travailler, mais ça a été au point où de toute façon j'ai perdu mon entreprise. J'ai fini par déposer le bilan quelques années plus tard. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2004, il a commencé à m'envoyer des messages comme quoi. Je reviens à cette histoire hein, parce que c'est ça. Enfin,
Ça, je tiens beaucoup à parler de tout ça, parce que donc il m'a annoncé que je devais aller en Afrique, que j'y trouverais ma vraie famille. C'est vraiment ces mots, tu y trouveras ta vraie famille, tu en auras des enfants, des petits-enfants. Et puis donc il me disait que je devais écrire deux livres. Il m'a parlé de 2 livres pour témoigner de notre histoire. Donc je me disais, mais comment faire? À la fois je dois m'occuper de mon entreprise, parce qu'à l'époque je l'avais encore, et puis je me disais, ben de toute façon aller en Afrique pour m'occuper de l'eau potable, premièrement je ne suis jamais allée en Afrique, j'ai aucun contact, j'ai pas d'amis africains, camerounais ou camerounaises, donc comment ça va se faire? Et en plus, vu les difficultés que j'ai avec mon entreprise, comment je financerais cette action-là? Voilà, je ne voyais pas comment, même financièrement, je pourrais m'en sortir. Et puis, en ce qui concerne le livre, je n'étais pas écrivain, donc je comprenais pas non plus. Donc le temps passait et je n'agissais pas dans ce sens-là. Et puis en 2005, cette fois, donc comme j'ai commencé à parler autour de moi de ce qui m'arrivait, il y a eu 2 événements forts en 2005 qui m'ont là mené vers la médiumnité pour d'autres personnes. Et c'est deux clients dans la même période qui m'ont contacté. Le premier, un monsieur qui est venu me voir un été, l'été 2005, au mois d'août 2005, pour me dire, écoutez, voilà, vous vous souvenez ce que vous nous aviez raconté par rapport à votre fils quand on a visité les maisons qu'on envisageait d'acheter. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, mon épouse est décédée. Donc, c'était très peu de temps après. Et il me dit, je voudrais qu'elle me dise un mot, un seul mot. J'ai besoin qu'elle me dise ça. Et comme vous aviez parlé de ça ensemble, qu'elle vous avait dit qu'elle aussi, elle percevait des choses, je pense qu'elle va passer par vous, pour me dire ce mot. Et à cet instant-là, il y a effectivement un mot qui s'est installé dans ma tête. Et je me suis dit, mais là, Brigitte, t'es folle. Parce que ce mot, c'était Kakatoès. Et je me suis dit, mais enfin, son épouse, une 40aine d'années, vient de décéder, et le mot qu'elle veut lui dire, c'est Kakatoès. Je comprenais pas, il y a un drôle de truc là-dedans. Et en fait, je lui ai dit le mot, et il m'a dit, Brigitte, allez-y, prenez votre crayon, continuez. Parce que on avait un perroquet, et ce perroquet, quelques semaines, quelques jours avant le décès de Nathalie, ce perroquet s'est enfui de la maison. Donc lui, il a compris que c'était un repère. Donc j'ai pris le message, et puis je vais pas tout vous raconter le message qu'il y a eu avec cet homme-là, mais bon, c'était fabuleux. Et puis il y a eu une autre personne, quelques semaines après, qui est venue me voir, une dame, et là, pareil, j'ai eu une drôle de réaction quand elle m'a demandé de venir. C'était pour prendre le crayon pour sa fille, qui n'allait pas bien, qui avait un chagrin d'amour. Et sur le coup, j'ai mal réagi, je me suis dit, enfin, je suis pas Madame Soleil, elle se fiche de moi, je vais pas entrer en contact avec des défunts pour parler d'un chagrin d'amour à une gamine. Et puis après, je me suis raisonnée, j'ai dit, Brigitte, attends, va aider cette gamine, tu t'en fiches, va passer un moment avec elle, ça peut peut-être l'aider. Et au cours du message que j'ai transmis ce soir-là à la jeune fille, donc Mathieu lui a parlé, lui a donné vraiment des choses très très précises que je ne connaissais pas. Et au bout d'un moment, il s'est adressé à moi. Dans ce que j'ai écrit, ça s'adressait à moi. Et la dame qui était à côté de moi et qui lisait en même temps que j'écrivais, elle lisait ce que j'écrivais, elle voit ce qui se passe, et elle dit, mais pourquoi il vous parle sur ce ton-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui dis, ben voilà, il m'a dit que je devais aller en Afrique pour m'occuper de l'eau potable, il m'a dit que je devais écrire un livre. Je ne sais pas comment faire pour aller en Afrique, je vois pas comment y arriver et quoi faire. Et puis, je suis pas écrivain, je connais pas d'imprimeur, d'éditeur. Et elle m'a coupé la parole en me disant, Brigitte, je connais un éditeur, je vous mets en contact avec lui. Ok, pour moi, ça devait prendre quand même un moment avant d'avoir le contact avec cet homme-là, dont j'ignore toujours le nom et le prénom à cette époque. Et puis elle, en rigolant, elle me dit, mais je vais lui dire quoi? Bon, dites-lui que vous connaissez une maman qui veut écrire un livre, comment elle doit faire. Et en rigolant encore, elle me dit, mais écoutez, vous savez, on va demander à Mathieu, puisque c'est lui qui veut que vous écriviez un livre. Prenez votre crayon, on demande à Mathieu. Et donc, j'ai reçu un message à ce sujet-là. Je peux le lire, si tu veux, je peux lire ce message, il est un peu court, mais ce qui est très très important surtout, c'est de savoir que dans ce message, il me donne un prénom. Il me dit Marcel, dis-lui Marcel. Et quand il entendra ce mot,
il dira « oh merde ». Je ne connais toujours pas le nom de cet homme-là au moment de lui donner ce message. Elle l'appelle et dans les jours qu'on suivit, dans la même semaine, elle me rappelle pour me dire qu'elle a eu l'éditeur au téléphone et qu'il lui a dit « mais elle connaît ce prénom comment ?» Et je veux la voir, je veux qu'elle m'explique comment elle connaît ce prénom. Personne ne connaît ce prénom. Je veux la voir. Donc on s'est rencontrés le dimanche qui suivait et je lui ai expliqué ce qui se passait. Et il m'a dit, voilà Brigitte, ce prénom, c'est le prénom de mon géniteur. C'est un monsieur qui avait 70 ans à l'époque, hein. Il est décédé maintenant. C'est le prénom de mon géniteur. Je suis le seul avec ma mère à connaître cette histoire. C'est un secret de famille, personne ne connaît ça, personne. Donc, il a accepté d'être dans mon histoire. Et ce qui est magnifique, et ça fait partie, comme je t'expliquais tout à l'heure, que je recevais souvent des cadeaux dans certaines circonstances spéciales, eh bien, la maison d'édition de Jean Dérault, qui s'appelle Jean Dérault, sa maison d'édition s'appelait Les Chemins de l'Espérance. Waouh, c'est magnifique. Quand on t'écoute raconter cette histoire, on a la sensation que finalement tout était planifié bien à l'avance, tu vois, aussi bien le départ de Mathieu que finalement son aide, ensuite sa mission quelque part auprès de toi, et que toi ton plan de vie, c'est l'Afrique, le Cameroun, la médiumnité, les livres, etc. Tout ça c'était déjà rédigé, quoi. Oui, tout. Je te parlerai du Cameroun justement parce que là est peut-être la partie la plus belle de notre histoire. Mais oui, tout est tellement programmé que j'en viens à douter de ce qu'on appelle le libre arbitre. Je pense qu'en fait, on n'a pas de libre arbitre, pas du tout. Tout est programmé, tout. Et quand on s'incarne, quand on choisit, puisque je suis convaincue qu'on choisit nous-mêmes notre incarnation, eh bien, en fait, on a le plan dans le moindre détail. On sait tout. Et on n'a qu'à se laisser guider. Donc, ce Cameroun, alors comment tu passes de agent immobilier à quelqu'un qui va travailler quelque part dans l'humanitaire au Cameroun? Alors, c'est une très belle histoire. C'est long, hein, c'est un peu long peut-être. En fait, donc, il y a eu la rencontre avec Jean Dérault qui a été décisive. Et en rentrant chez moi ce jour-là, après cette rencontre, j'avais 2 heures de route pour rentrer chez moi et je me dis, ben voilà, de toute façon maintenant, le livre, il faut l'écrire. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il est écrit le livre. C'est tous les messages de Mathieu que je dois transmettre, puisque bien sûr, depuis qu'il était parti, je garde précieusement toutes les feuilles sur lesquelles j'écris et je mets des dates dessus. Et je mets la date à chaque fois. Et évidemment, quelquefois, il me parlait de certaines choses qui allaient peut-être m'arriver. Et moi, j'ai mis des commentaires. Je me suis dit, voilà, il suffit que je retranscrive tous ces messages en y mettant quelques explications, des notes de bas de page ou des petits mots pour dire, ben voilà, là je doutais, là j'avais peur, là je comprenais pas, là il m'avait dit ça, j'ai cru que ça se produisait, puis finalement non, puis ça revenait. Enfin, voilà, j'ai fait comme ça. Le livre, je me suis dit, il est écrit. Il suffit que je me mette devant l'ordinateur et que je compose tout ça. Et puis, je me dis, ben maintenant, pour l'Afrique, c'est simple. Je peux pas le faire seul. Je vais créer une association, tout simplement. Et je vais faire quoi? Je vais appeler mes amis pour leur dire que je veux maintenant faire cette association. Et donc, eux ignoraient, hein, on était en 2005, novembre 2005, à la fin de l'année, c'est le 26 ou 27 novembre que j'ai rencontré l'éditeur, 2005, et je me suis dit, ben voilà, donc, eux, depuis le début, ils ignorent, puisqu'ils avaient peur pour moi. Donc, ils ignoraient que je continuais à écrire de cette façon-là. Vraiment, je ne leur en parlais pas du tout. Je vais les appeler et je vais leur expliquer ce qui se passe maintenant, qu'ils ne peuvent plus douter et qu'ils doivent m'aider à faire ça, que de toute façon, je le ferai. Qu'ils soient d'accord ou pas, je vais le faire. Donc, en rentrant chez moi, le lundi, puisque je l'ai rencontré un dimanche à Is-sur-Marne, c'est un salon du livre. Et donc, je vais le lundi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes proches, mes amis proches, et je leur ai demandé de venir le dimanche suivant
en leur disant, voilà, j'ai des choses importantes à vous dire, s'il vous plaît, venez déjeuner dimanche. Et le dimanche en question, donc qui était le premier dimanche de décembre, j'en vois un arriver avec un bouquet de fleurs, j'en vois une autre arriver avec un paquet cadeau, et je comprenais pas, je leur dis, mais je vous ai juste invité pour un petit repas, j'ai des choses à vous dire, qu'est-ce que vous me faites là? Et ils m'ont tous éclaté de rire au nez en me disant, oh, ça va ta blague. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On était le dimanche 4 décembre et c'était mon anniversaire. Et c'est le jour de mon anniversaire que j'ai mis en place les bases de cette association pour aller au Cameroun. Donc, ils ont accepté de m'aider dans cette aventure, encore une fois pour me protéger, parce qu'ils avaient vraiment peur. Ils avaient peur que je rencontre quelqu'un qui allait me manipuler, qui allait, surtout quand je leur ai parlé de l'Afrique. Alors là, ils ont eu peur. Ils se sont dit, elle va rencontrer un gourou, ça va être terrible. Enfin voilà. Mais en fait, ils n'ont pas été actifs du tout dans l'association. Je me retrouvais quand même seule pour agir. Mais l'association était créée, mais je ne savais toujours pas quoi faire en fait. Et puis on est arrivé en début d'année 2006. J'étais préoccupée par l'agence qui ne marchait vraiment pas du tout. Puis il y avait la parution du livre, donc je commence à prendre des engagements pour aller le vendre sur des brocantes, etc. Je commence à faire aussi des conférences, mais toujours en tant que personne lambda, hein, pas en tant que médium, simplement témoin de ce qui se passait pour moi. Donc voilà. Et puis il se trouve que dans les premiers messages, je recevais de la part de Mathieu un truc que je comprenais pas. Il me disait souvent Hervé rêve pour Hervé, et je comprenais pas non plus ce qu'il voulait dire par là. Et c'est aussi un truc fabuleux cette histoire-là. Il y avait donc un peu des tensions avec l'imprimeur à proprement parler, parce que il m'avait promis que le livre serait prêt au mois de mai, et puis ça prenait du retard. Alors moi j'avais pris des engagements pour le distribuer, j'avais pris des engagements aussi pour le vendre, j'avais fait passer une annonce comme quoi le livre allait être vendu. J'avais eu une centaine de commandes, mais que j'arrivais pas à honorer, puisque le livre n'était toujours pas dans mes mains. Enfin bref, finalement, vers le 10 juin, l'imprimeur m'appelle quand même pour me dire, bon ben voilà, votre livre sera disponible le vendredi 16, mais il faut que vous veniez le chercher à Paris. Ah, je dis non. Monter à Paris en voiture un vendredi soir, non. Hors de question, je fais pas ça, je peux pas. Mais par contre, j'ai besoin de mon livre pour le dimanche. J'ai pris un engagement sur une brocante pour le présenter et il me le faut. Et du coup, le gars me propose qu'on se rencontre à Compiègne, puisque lui était sur Paris. Il me dit, écoutez, on a une maison secondaire dans le secteur de Compiègne. Je mets mes livres dans la voiture, on se donne rendez-vous à Compiègne et je vous prendrez vos livres, vous les aurez. Et là, je prends mon agenda papier, encore à l'époque, je mettais tout sur papier. J'ouvre mon agenda pour noter le rendez-vous samedi 17 juin. Et là, qu'est-ce que je vois? Le 17 juin, c'est la Saint-Hervé. Tu vois, vraiment, je vis des choses comme ça extraordinaires. Enfin bref, donc je commence à distribuer le livre. Je le fais savoir dans les Ardennes, puisque je suis originaire des Ardennes. Et j'ai la chance d'être en contact avec une journaliste qui me fait un article superbe dans le journal local. Et je fais donc une conférence à Charleville-Mézières. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil d'une dame qui se présente, Léopoldine, d'origine camerounaise, mariée à un Ardennais, qui a elle-même un collège, un pensionnat dans une petite ville à côté de Douala. Et elle me dit, mais votre projet pour l'eau m'intéresse follement parce que oui, on a ces problèmes d'eau, donc votre projet m'intéresse. Voilà comment, donc en 2000, oui, voilà, 2000, donc c'est 2006, en fin d'année 2000, non, c'est pas en 2006, j'ai sauté des étapes, ça c'est venu plus tard. Moi, j'ai raccourci le temps, là, c'est pas, il y a eu 2006, et puis c'est pas tout de suite que je suis allée dans les Ardennes, c'est seulement en 2010, oui, c'est ça, en 2010. Voilà, j'ai zappé un passage, mais c'est en 2010, en fin d'année 2010 que j'ai eu ce contact avec le Cameroun seulement.
Et c'est pas encore le plus beau de l'histoire. Je suis intarissable hein, parce que c'est 20 années quand même de ma vie, mais c'est aussi une histoire tellement extraordinaire. Et donc, là aussi, il y avait eu des freins fantastiques. Et notamment, mon passeport avait été perdu à l'ambassade du Cameroun. Faut le faire. Faut le faire. Mais j'arrive quand même, donc avec elle, elle a organisé un voyage en début d'année 2011 et j'arrive au Cameroun donc tout début du mois de mars pour la fête de la femme au Cameroun en mars 2011. Et là, il se passe un truc de fou. Dès les premiers jours que je suis là-bas, je croise un jeune gars, beaucoup plus jeune que moi, hein, il a 22 ans de moins que moi, et Cupidon était là. Et moi, tout d'un coup, j'ai 15 ans et je tombe amoureuse de lui, mais vraiment, quoi, j'ai un coup de foudre de folie. Et heureusement pour moi et pour nous, j'apprends qu'en fait, ce monsieur est veuf et il élève seul son petit garçon. Et je fais connaissance du petit garçon quelque temps plus tard. Et ce petit garçon, c'est fou cette histoire, c'est tellement beau. Donc son papa arrive donc dans la maison où il était et à l'heure où on arrive, il était en train de prendre son bain. Il n'avait pas 2 ans à l'époque, hein, le petit. Hein. Lui, il est du mois de juin et là on était au mois de c'était quelle époque j'étais retournée. C'était à quelques jours près son anniversaire, mais il n'avait pas ses 2 ans. Et donc il gare la voiture juste à hauteur du baquet où il est en train de prendre son bain à l'extérieur, bien sûr, hein, là-haut, on prend ses bains, ses douches à l'extérieur. Et donc, il gare sa voiture, j'ouvre la portière de ma voiture, je n'ai qu'à me mettre accroupi à côté du petit, je pose mes mains sur le baquet devant lui, il me met de l'eau sur les mains, comme pour me laver les mains, vérifier peut-être que je suis toute vraiment blanche, puis il lève ses grands yeux bleus et il me dit « Maman ». Parce que ce petit garçon, il est albinos et il n'avait jamais vu une autre personne blanche. À cette époque, il passait sa vie à se regarder dans les miroirs, comme pour essayer de comprendre pourquoi lui, il est blanc et que tous les autres étaient noirs. Et en me voyant, il m'a dit « Maman ». Voilà. Voilà mon histoire. Sacrée histoire. Ouais, sacrée histoire. Et donc, en ce qui concerne, tu m'as posé la question et j'ai préféré te raconter quand même mon parcours personnel. En ce qui concerne donc la décision de devenir médium, en fait, il se trouve que il y a eu en début d'année 2010, j'étais vraiment pas bien. J'avais fait faillite avec mon entreprise, j'avais trouvé un petit boulot alimentaire, mais je me posais plein de questions. Je me disais mais ça sert à quoi tous ces messages que j'ai reçus, que je devais aller en Afrique, que je devais publier un livre, j'ai même plus un sou pour bouger quelque part, aller le vendre quelque part, je pouvais même plus payer de loyer, j'avais été hébergée dans une ferme, enfin c'était vraiment une période très très dure dans ma vie et je comprenais pas. Et puis j'ai une amie qui passe courant janvier pour me souhaiter la bonne année. Merci. Et elle voit mon état de déprime et elle me dit, je vais te mettre en rapport, je vais te chercher quelque chose pour que tu puisses vendre le livre. Et en fait, elle m'a mise en rapport avec l'organisatrice du salon ATB, le salon Parapsy à Paris. Et quand j'ai eu Martine au téléphone, l'organisatrice, elle écoutait mon histoire et elle me dit, venez, mais elle me dit, vous ne venez pas en tant que médium, on est bien d'accord, hein, vous venez juste pour vendre votre livre. Mais je n'étais pas médium à l'époque, hein, je n'exerçais pas en tant que médium. Je lui dis, oui, bien sûr, je viens pour vendre le livre et pour témoigner. D'ailleurs, gentiment, elle m'avait donné un temps pour raconter mon histoire, pour faire une conférence pendant le salon. Et en plus, j'étais placée juste à l'entrée de la salle des conférences. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais 100 personnes qui entraient, 100 qui sortaient. Donc, j'avais beaucoup de gens qui passaient devant moi. J'étais vraiment très bien placée. Et les gens étaient attirés par la photo de Mathieu que j'avais fait agrandir et ils me demandaient ce que c'était. Je racontais mon histoire, je vendais le livre et bien sûr, je dédicaçais le livre. Et en dédicaçant le livre, j'avais toujours un petit quelque chose spécial à dire à la personne. Je demandais par exemple, eh bien, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se prénomme Jules, par exemple? Et la dame me disait, ah oui, c'est mon grand-père. Oui, bon, pas d'accord. Une autre.
avec qui j'ai toujours le contact d'ailleurs de temps en temps. Cette dame, une jeune femme, je lui dis le prénom Océane, ça vous dit quelque chose? Elle s'effondre, c'est le prénom de sa petite qui était décédée. Bref, il y en a eu une, je la garde en souvenir parce que c'était tellement fort. Je lui dis, est-ce que vous connaissez le prénom Cybèle? Moi, j'avais jamais entendu ce mot. Et elle avait beaucoup ri parce que c'était le prénom de sa jument. Enfin, il y avait des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure que je disais ces choses-là, les gens me disaient, bon, on peut prendre un rendez-vous quand? Je dis non, je suis pas médium. Si, vous êtes médium. Enfin, ça a été assez amusant tout le long du salon à cause de ça, mais moi, je donnais pas de rendez-vous, j'étais pas médium. Et puis, à la fin du salon, il y a une personne qui est venue me voir en me disant, voilà, je suis moi-même médium, mais j'ai installé à Paris des locaux et je loue ces locaux à la journée. Un prix, c'était vraiment dérisoire. C'était, je crois, 50 € la journée. Mais il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de caution à payer, il n'y avait pas de mois d'avance, il n'y avait pas de temps. Non, c'était vraiment quand je voulais. Et là, je venais de perdre le fameux boulot alimentaire. Je venais de le perdre à cette époque-là. Je me suis dit, mais enfin, Brigitte, si tu comprends pas, avec toutes ces personnes qui t'ont demandé des rendez-vous et elle qui vient te proposer comme ça, alors qu'elle te connaît pas, elle vient te proposer un local, donc oui, accepte. Et c'est comme ça que, donc en mars 2010, en mars 2010, que je me suis inscrite en tant que médium et que j'ai commencé à exercer. D'accord, donc on comprend bien que cette médiumnité, elle était prévue, hein, on y revient, mais ça fait vraiment comme une sorte de fil très, très cohérent dans ton histoire. Entre la médiumnité qui s'est installée au tout début, quelques temps après le décès de Mathieu, et aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que, tu vois, comment ça a évolué cette médiumnité? Est-ce que c'est la même chose qu'avant? Est-ce que c'est beaucoup plus ouvert? Et puis avec qui tu peux communiquer quelque part? Oui, évidemment que ça a beaucoup changé. Déjà, ce qui a changé, c'est la confiance en moi. Parce que c'est vrai que c'est pas simple quand tu transmets des messages à quelqu'un. Je me souviens, j'avais rencontré un jour les parents d'un petit garçon qui était mort dans une cour d'école à Meaux. Ça avait d'ailleurs fait grand bruit à l'époque parce qu'il était question d'un décès par le jeu du foulard. Il y avait eu un truc comme ça à cette époque. J'ai rencontré ces parents-là et je leur ai transmis le message de leur garçon avec aussi des repères vraiment précis. Et puis quelque temps après, j'ai appris que la maman allait beaucoup mieux depuis qu'elle avait reçu son message. Donc c'était fabuleux. C'est fabuleux de savoir ça. Mais j'avais eu un autre exemple de parents qui, eux, m'avaient acheté le livre. Ça se passait à Beautort, dans le Nord, dans une grande surface dans le nord du département de l'Aisne où j'habitais à l'époque. Et ces parents-là m'avaient pas demandé tout de suite, puisque je me trouvais dans la galerie commerciale du magasin. Ils m'avaient simplement donné leurs coordonnées en me disant, si vous recevez quelque chose de notre fils, merci de nous envoyer. Et le soir même, en rentrant chez moi, j'avais pris mon crayon et j'avais été vraiment très angoissée parce que je me disais, mais si j'écris quelque chose et que ça ne correspond à rien pour ses parents, ça va être terrible pour eux. Parce que non seulement ils ont perdu leur garçon, mais en plus de ça, là, ils vont avoir la preuve que c'est faux. Si moi, j'écris des trucs qui ne ressemblent à rien. Donc, j'avais pris mon crayon et puis le garçon a commencé à parler sa maman. Et pareil, cette lettre, je la connais presque par cœur, tellement ça m'a marqué. Il avait commencé en écrivant « Bonjour, ma minouchette ». Or, c'est un mot que je n'avais jamais entendu. Mathieu ne m'avait jamais appelé ma minouchette. Donc déjà, c'était un peu étrange. Et puis, bien sûr, comme souvent dans les messages des défunts, le message commence par des mots d'amour, des mots pour rassurer, pour dire je vais bien, arrête de pleurer, je suis là, je vais t'encourager. Et bien sûr que j'avais dans ma tête en même temps, parallèlement, j'avais des questions. Je me disais mais est-ce que c'est pas moi? Je veux les rassurer, je veux les conforter. Et là, j'ai écrit ah, tu as des doutes? Non, c'est la maman de Mathieu qui a des doutes. Alors, premièrement, maman, elle est belle ta robe rouge. Deuxièmement, papa, arrête de tricher en faisant les mots croisés,
Puis il y avait un troisième point, mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir de ce troisième point. Mais bref, il y avait quand même 2 choses très précises. Puis ça a continué, la lettre a continué directement à ses parents. Et donc, quand j'ai eu fini d'écrire cette lettre, donc on était le samedi soir, hein, j'étais rentrée le samedi soir chez moi, j'avais fait ça tout de suite. Et donc, je me dis, je vais pas leur envoyer ça comme ça, brutalement. Je mets une lettre d'accompagnement où je leur explique que c'est la première fois qu'on me demande de faire ça comme ça, par courrier, etc. Que donc, il faut vraiment pas m'en vouloir si ça ne ressemble à rien. Vraiment, pardonnez-moi si... Mais en tout cas, voilà ce que j'ai reçu de la part de votre garçon. Je vais poster ça dès le lundi matin, à la première heure. Le mercredi, j'ai reçu la réponse de la maman, qui me disait, oui, il m'appelait toujours ma minouchette. La robe rouge, et ça c'est extraordinaire, son fils l'avait vue une seule fois dans cette robe rouge avant l'accident. L'accident avait eu lieu 1 an avant à peu près, hein. Il l'avait vue une seule fois dans cette robe rouge à l'occasion d'un mariage. Mais le dimanche qui a suivi notre rencontre à Beautor, c'est-à-dire le dimanche qui a suivi le moment où j'ai écrit cette précision, pour la première fois depuis 1 an, elle a voulu faire plaisir à son mari, elle a porté à nouveau cette robe. Elle ne l'avait pas portée depuis le décès de son fils, elle l'a portée ce jour-là. Et pour ce qui concerne les mots croisés, elle m'a dit, je ne sais pas si mon mari triche en faisant les mots croisés, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est délégué médical et dans toutes les salles d'attente où il passe, il déchire les feuilles avec les mots croisés. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai reçu ce type de confirmation, d'ailleurs j'aime beaucoup quand les gens prennent 1 minute pour me dire, mais vous savez, ce que j'avais pas compris au début dans le message, aujourd'hui il s'est passé ça, maintenant je comprends. C'est chouette pour moi d'avoir ces confirmations parce que en fait je me dis, mais voilà, si j'ai aidé une seule personne à aller mieux suite au décès, et en particulier quand c'est des enfants, mais même il y a des personnes qui se remettent pas du deuil d'une grand-mère, d'un mari, d'une épouse. Donc je me dis, mais si j'aide au moins une personne en faisant ça, je sais pourquoi moi je suis passée par ça. Et c'est ce qui me donne la force de poursuivre. Et donc évidemment qu'au fur et à mesure de cette confiance acquise, les messages ont évolué. Parce que ma main est beaucoup plus libre, mon mental intervient beaucoup moins. Et donc voilà, tu vois, si au moins je sais pourquoi je suis passée par cette épreuve. D'ailleurs, le titre d'une de mes conférences, c'est l'épreuve pour l'épreuve. De même manière que ta médiumnité, forcément, donc on a compris, elle a beaucoup évolué grâce à la confiance de tous ces messages. Est-ce que tu as la sensation que entre le Mathieu qui est décédé il y a 20 ans et le Mathieu avec lequel tu peux peut-être encore continuer à échanger aujourd'hui, il y a eu une évolution importante de son côté, et si oui, quel type d'évolution ? Alors, évidemment qu'il y a eu une évolution, puisqu'il continue à vivre, hein. Donc, lui au début, il me parlait de la mission qu'il accomplissait en arrivant là-bas. Tout de suite, hein, il a eu lui-même une mission à accomplir. Et cette mission, c'était l'accueil des petits-enfants qui n'ont jamais vu leur maman et qu'il a appelé les anges. Il m'a dit, maman, ce sont les anges, on les appelle les anges. C'est-à-dire les enfants morts-nés, les enfants des avortements également. Voilà, toutes ces petites âmes, moi je les appelle les petites âmes, toutes ces petites âmes qui n'ont jamais vu leur maman. C'était sa mission à lui quand il est arrivé. Et puis, il y a eu une grande période pendant laquelle je n'arrivais plus à avoir de contact avec lui, parce que ce n'est pas, quand je transmets des messages, Mathieu n'intervient pas, hein, ou sauf des fois il met un peu son grain de sel s'il est disponible, mais bien sûr que c'est les défunts directement, hein, qui viennent parler aux personnes en consultation. Et donc il y a eu un grand moment où je n'arrivais pas à l'avoir lui, et plus tard il m'a expliqué que il était un peu comme s'il était à nouveau à l'école et il lisait des grands livres. Il apprenait, il lisait des grands livres. Il avait des tas de choses à apprendre. Il lisait des grands livres.
Voilà, c'est ce qu'il fait maintenant. Donc, je n'en sais pas plus en fait. Je n'ai pas beaucoup de détails sur ses grands livres, etc. Parce que il m'a dit, je ne suis pas autorisée à tout te dire. Est-ce que tu as la sensation que quand tu communiques avec lui, il a toujours la personnalité qu'il avait, ou quelque part cette personnalité, elle s'est un petit peu fondue dans autre chose? Il a vraiment changé. En fait, je sais pas l'âge que tu as, Xavier, mais dans 20 ans, tu seras plus du tout le même homme, évidemment. Eh bien, lui, c'est pareil. Il a évidemment changé. Les expériences qu'il vit, ce qu'il apprend, ce qu'il découvre, évidemment qu'il a changé, évidemment. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal pour moi parce que j'ai du mal à savoir ce qu'il est réellement. Parce que moi, mon imagination, elle cherche un jeune homme tel qu'il serait ici. Tu vois, voilà, je me dis, il ferait quoi comme métier? Est-ce qu'il aurait des enfants? Est-ce que les projets professionnels qu'on avait bâtis ensemble, est-ce qu'on les aurait réalisés? Enfin, voilà, moi, j'ai tendance quand même à vouloir voilà, quand je suis quelque part, que je croise un garçon qui s'appelle Mathieu, ah, mais vous avez quel âge? J'ai toujours envie de savoir, est-ce que vous êtes né en 1979? Voilà, ça c'est la maman la maman prend quand même souvent le dessus dans les rapports avec lui, évidemment. Ça c'est pour ça qu'il y a une expression que je déteste, c'est l'expression faire son deuil. Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Je dis souvent, j'utilise une comparaison, je dis, vous voyez un défunt, c'est comme, vous voyez, les lunettes, là, je porte des lunettes, tu en portes aussi, Xavier, eh bien, en fait, un défunt, c'est comme nos verres de lunettes. Ils sont toujours devant nos yeux, ils sont toujours là. On ne les voit pas, évidemment, comme on ne voit pas nos verres de lunettes, mais par contre, si on les avait pas, si c'était pas devant nos yeux, on ne verrait pas la vie de l'autre côté. On serait pas dans la vie, c'est pas possible. Donc ça, je pense qu'il n'y a rien à faire. On entend souvent dire que le deuil d'un enfant, c'est le pire de tous les deuils. Bon, moi je modère ça en disant de toute façon non, quand on perd quelqu'un qu'on aime, il n'y a rien à faire. Mais c'est vrai que moi je vis, j'ai beaucoup de joie dans ma vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de très belles choses dans ma vie. Mais il est là tout le temps. Il est là tout le temps. N'y peut rien. C'est comme ça. Mais je vis bien. Je vis. Merci Brigitte pour ce témoignage aussi émouvant que passionnant. Ces livres donc que tu as écrits, qui s'appellent donc Au revoir ma petite maman et Merci ma petite maman, si je dis pas de bêtises. Ces livres donc ils ont été édités plusieurs fois, réédités, et là si j'ai bien compris, ils ne sont plus édités, mais ils pourraient être édités s'il y a un certain nombre de demandes, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai un peu évoqué, et je vais pas m'étaler là-dessus parce que bon, vous n'avez pas d'intérêt, mais mon parcours de vie terrestre est compliqué, et c'est vrai qu'au niveau financier, je suis souvent confrontée à certaines difficultés, et c'est vrai que là, le livre m'est toujours demandé, me le demande souvent. Je souhaite l'actualiser, justement. La couverture est déjà faite, le titre, ça sera Au revoir ma petite maman 20 ans après, parce que je pense que ce témoignage est toujours important à diffuser, mais j'ai du mal à trouver le financement. Et c'est vrai que à l'époque de sa première parution, j'avais fait passer une annonce, il y avait eu tout de suite un engouement, et j'avais perçu suffisamment pour le faire imprimer. Mais aujourd'hui, je suis encore confrontée à ça, et j'ai vraiment besoin de trouver de la même façon, de trouver des gens qui me font confiance. Le chèque sera encaissé seulement au moment où le livre sera expédié, mais si je sais que j'ai de quoi financer l'impression, je peux lancer l'impression. Mais là, j'ai quelques commandes pour le moment, mais qui sont en attente parce que j'ai pas la totalité pour le faire imprimer. Ok, alors si tu le veux bien, Brigitte, ce que je ferai, c'est que je mettrai dans les détails de cet épisode, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast, les liens qui
qui permettront aux personnes qui souhaitent acquérir ces livres de te contacter et comme ça de pouvoir peut-être permettre ce tirage minimum. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne, et donc de pouvoir recevoir ces ouvrages. Super Xavier, super, merci. Et puis vraiment, enfin, les personnes qui ont écouté justement toute cette interview, ce podcast, qu'elles aient confiance, elles auront compris en écoutant mon histoire que voilà, le but c'est vraiment de témoigner, de montrer que oui, la vie continue, qu'il faut pas perdre espoir, que le deuil évidemment est difficile, c'est très difficile de faire face à la disparition d'un proche, d'un enfant. Mais mon histoire montre que vraiment la vie continue et on peut trouver de l'espoir et comprendre pourquoi ça nous arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie qui fait que c'est notre enfant qui part avant nous. Il y a toujours une raison. Tout est écrit, tout. Eh bien, merci Brigitte, on va s'arrêter sur ces mots parce que ça résume bien tout ce qui a été dit dans cet épisode. Encore un grand merci à toi et bien sûr merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Eh bien, merci à toi de tout le temps que tu as consacré à écouter mon histoire. Je suis un peu longue parce que c'est 20 ans de ma vie bien sûr, mais c'est aussi tellement riche ce contact avec les défunts, tellement passionnant.